Alors, salam alaikum, bien le bonjour ou bien le bonsoir. Alors voilà, je me présente, je suis le docteur Louaïl, je suis maître assistant en microbiologie médicale. Je vous ai déjà renseigné l'année passée et cette année aussi j'ai ce cours avec vous et il s'agira des antibiotiques. Alors bien sûr, ça, il vous vient directement à l'esprit que le fait que vous ayez déjà fait ça l'année passée et c'est effectivement vrai. Avec deux cours sur les modes d'action et les classifications, avec un cours sur les résistances, un autre cours sur la sensibilité aux antibiotiques. Donc vous estimez que quand même, l'année passée, on a survolé la question. Toutefois, ce cours, en fait, il se veut une synthèse de ce qui a été fait l'année passée, dans la mesure où on commençait un peu à avoir un recul vis-à-vis de ça, et puis par la suite, éventuellement, ce qui va venir. Et c'est cela le plus important. Parce que vous allez de toute façon prescrire les antibiotiques. Un médecin prescrira un jour ou l'autre les antibiotiques et il prescrira ça souvent. D'accord? Et malheureusement, on a beaucoup de problèmes liés au phénomène des résistances que vous devez connaître maintenant. Alors, les objectifs de ce cours. Déjà, au terme de cette séance, vous devez être en mesure de lister les antibiotiques et leurs mécanismes d'action. Alors, bien sûr, a priori, vous ne pourrez jamais vous souvenir de tous les antibiotiques. Moi-même, je ne m'en souviens pas. Mais au moins les familles d'antibiotiques et surtout leurs mécanismes d'action. D'accord? Et puis, maintenant, on n'est plus à l'ère de la résistance, on est à l'ère de la multirésistance. Et c'est déjà depuis la fin du XXe siècle que c'est le cas et au début des années 2000. Donc, a priori, ce problème est devenu un problème très grave. Et là, on n'est plus dans les bactéries, ou l'ère des bactéries multirésistantes, mais maintenant, on parle de bactéries hautement résistantes. Alors, au moins connaître les phénotypes des bactéries multirésistantes. Et puis, comme vous allez obligatoirement donner des antibiotiques, et comme la plupart du temps, si ce n'est tout le temps, vous n'aurez pas la bactérie responsable, mais plutôt une infection devant vous et vous donnerez obligatoirement les antibiotiques de manière probabiliste. Alors, comment donner cet antibiotique de manière probabiliste? D'accord? Donc, voilà, ce sont les trois objectifs de ce cours. On va y aller. Alors, bien sûr, il vous faut des prérequis. Alors, je vous recommande vivement de réviser peut-être pas les cours des antibiotiques que vous avez fait l'année passée, mais au moins, de jeter un petit coup d'œil sur la structure bactérienne parce que c'est directement lié au mécanisme d'action des antibiotiques, particulièrement la paroi bactérienne, et puis un peu la génétique bactérienne pour un peu comprendre certains concepts de ce qui est résistance acquise, et vous verrez un peu à quoi cela va vous servir, et puis de la pharmacologie générale, un peu pour savoir c'est quoi la pharmacocinétique, c'est quoi la pharmacodynamique, c'est quoi la pharmacovigilance. Donc voilà, ça c'est les prérequis dont vous avez besoin pour ce cours. Bien sûr, cette liste n'est pas exhaustive. Ok? Alors, le plan. Il ne faut pas vous laisser vous impressionner par ce plan qui paraît détaillé. C'est beaucoup plus léger qu'il n'y paraît. En fait, globalement, il y a trois grandes parties. On va un peu parler des antibiotiques, et puis on va un peu parler de l'antibiorésistance, et puis par la suite de l'antibiothérapie. D'accord? Et je vous recommanderais de faire des pauses, puisque vous avez finalement le privilège d'avoir une vidéo. Donc, vous n'êtes pas obligé de suivre mon rythme. D'accord? Je vous conseille, quand je vous dirai d'arrêter, de vous arrêter, de prendre une pause de 5 minutes pour pouvoir continuer. Quoique le cours est très léger par rapport à ce que vous avez fait l'année passée. Alors, l'antibiotique, alors la définition. Donc vous voyez, c'est une définition académique, mais en fait, vous avez déjà fait ça l'année passée, mais surtout, ce que je veux que vous reteniez, c'est que c'est avant tout une substance antibactérienne spécifique. C'est pas comme un antiseptique ou un désinfectant où ça agit sur les parasites, les levures et les virus et les bactéries. Non, là on parle d'une substance qui agit de manière spécifique sur les antibiotiques et sur rien d'autre. D'accord? Pourquoi je dis ça? Ras-le-bol de la grippe
qui est traité par des antibiotiques, ras-le-bol des diarrhées qui sont la plupart du temps virales, qui sont traitées par des antibiotiques, même avec la pandémie de la Covid-19, où on espérait une certaine prise de conscience par rapport à la prescription abusive d'antibiotiques, eh bien, il n'en est rien. Au contraire, ça a été aggravé. Alors, des protocoles standardisés faisant appel à l'azithromycine, parfois fluoroquinolone, parfois céphalosporine, des associations improbables, tout ça, par rapport à l'excuse douteuse de la surinfection bactérienne. Et c'est pas toujours le cas où celui qui prescrit a en tête cette notion de surinfection bactérienne. Une surinfection bactérienne, ça se surveille. Une surinfection bactérienne, il faut savoir la guetter, il faut savoir la suspecter. Autant que faire se peut, même quand vous prescrivez les antibiotiques, si vous estimez que cette personne peut tolérer éventuellement son infection, si elle est jeune en bonne santé, il faut savoir dire non à l'antibiothérapie parce que le but, c'est justement d'essayer de conserver l'efficacité de ces antibiotiques au moment où cette personne en aura le plus besoin. Je parle éventuellement d'une jeune fille de 16 ans qui fait un syndrome grippal qui est bien toléré, vous lui prescrivez de l'augmentin alors qu'elle n'a même pas surinfecté. Eh bien, il faut penser à cette fille quand elle aura 35 ans, qu'elle fera sa troisième grossesse et qu'elle fera une infection materno-urinaire ou génitale qui, elle, retentira sur son enfant. Et là, quand ça deviendra résistant, eh ben, ça sera peut-être à cause de cette prescription à l'âge de 16 ans. Et je vous parle de l'azithromycine actuellement qui est prescrite à tort et à travers. Il faut savoir qu'en Algérie, nous avons un gros problème avec les ulcères gastro-duodénaux et c'est dû à Helicobacter pylori. Et justement, le traitement, la trithérapie faisant appel à l'éradication d'Helicobacter pylori fait appel au macrolide qui est la clarithromycine, qui est de la même famille de l'azithromycine. Et souvent, vous allez le voir par la suite, la résistance est croisée. Donc voilà, nous sommes en train de détruire cet arsenal qui est très 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 important pour le traitement des infections bactériennes. Donc retenez au moins qu'un antibiotique a une activité antibactérienne spécifique. D'ailleurs, le terme antibiotique, ce n'est pas vraiment un terme approprié. On devrait parler justement et exclusivement d'antibactérien, ce qui serait plus juste. Voilà. Donc, ceci dit, comme les antibiotiques sont nombreux et l'évolution était due à deux facteurs, bien sûr la guerre commerciale des multinationales et surtout l'évolution des résistances qui a obligé les chercheurs à trouver à chaque fois de nouveaux antibiotiques, de nouvelles molécules et surtout de nouvelles familles. Donc, quand l'être humain, quand il trouve l'abondance, quand il y en a trop, il classe. Alors les antibiotiques ont été classés. Je ne vais pas vous demander de les classer vous-même, mais au moins de connaître les critères de classification. Et vous allez voir que ce n'est pas inutile pour un médecin de les connaître. Alors, bien sûr, ils sont classés selon leur origine. Euh, Est-ce que c'est naturel, un organisme? Est-ce que c'est un produit synthétique? Et là, j'attire votre attention sur un point ironique. Bien sûr, quand on demande à quelqu'un c'est qui a découvert les antibiotiques, on parle forcément de Fleming, Alexander Fleming avec sa pénicilline G. En réalité, ceux qui ont inventé les antibiotiques, c'est les microbes. Les microbes connaissent les antibiotiques depuis des millions d'années. Et nous, on pense que, voilà, ça fait juste un siècle que ça existe. Pour les microbes, ça ne fait pas un siècle que ça existe. Les bactéries, les levures se font la guerre à coups d'antibiotiques appelé aussi biocédie initialement, depuis des millions et des millions d'années. Donc il ne faut pas s'étonner qu'une bactérie qui ait inventé un moyen pour tuer notre bactérie n'ait pas trouvé un moyen pour s'en défendre. Donc ceci, c'est un peu pour paraphraser l'origine des antibiotiques. Et puis, le mode d'action antibactérien. Là, j'insiste sur ce critère. C'est un critère très important parce que ça vous permet de vous approprier la connaissance des antibiotiques, un peu de les apprivoiser, parce que nous, en tant que médecins, on aime avoir des mécanismes pour comprendre. Et justement, pour comprendre les antibiotiques, il faut comprendre leur mécanisme d'action. Et c'est comme ça que vous comprendrez pourquoi c'est des substances antibactériennes et uniquement antibactériennes.
Et le mode d'action, c'est un point sur lequel j'insiste. Et puis, la nature chimique. Alors, la nature chimique, loin de moi l'idée de vous faire faire de la chimie, c'est juste pour vous dire que les familles sont classées selon leur nature chimique. Il y a une molécule de base et par la suite, on fabrique les autres antibiotiques qui appartiennent à la même famille. Alors pour les bêta-lactamines, alors il y en a beaucoup, c'est quasiment la moitié des antibiotiques, entre pénicilline G, amoxicilline, ampicilline, céphalosporine, comme la ceftaroline, la ceftazidime, acide clavulanique, ticarciline, etc. En fait, tout ça, c'est une grande famille et elles appartiennent toutes à la famille des bêta-lactamines. Et qu'est-ce qu'elles ont en commun? Eh bien, le cycle bêta-lactame. On pourrait dire la même chose pour les tétracyclines, pour les aminosides, la structure chimique et la structure de base qui définit une famille. Et ça, c'est à retenir. D'accord? Et puis, il y a d'autres critères comme la modalité d'action, bactéricidie ou bactériostatique. Ma foi, ça revient souvent en théorie, mais en pratique, jusqu'à maintenant, c'est peu probable que vous utilisez cette caractéristique de bactéricidie, de bactériostase pour le traitement. Et puis, il y a le spectre d'activité. Alors, le spectre d'activité, c'est la liste des espèces sur laquelle les antibiotiques sont actifs. En fait, l'année passée, vous avez eu des cours qui insistaient sur le spectre d'action d'un antibiotique. Ok, c'est clair qu'il faut connaître. Et même par la suite, à chaque fois que vous aborderez la question d'un antibiotique, eh bien, tout simplement, vous allez forcément avoir les spectres dans les notices, dans les différentes revues, ou tout simplement mode d'emploi, enfin ce que vous voulez, appeler ça comme vous voulez. Mais vous verrez que quand on abordera le chapitre d'antibiothérapie, les spectres d'action d'un antibiotique est justement la chose qui vous empêche d'avoir une certaine pertinence dans la prescription. On y reviendra quand on abordera le chapitre de l'antibiothérapie. Donc, sur ces critères de classification, je vous demande surtout d'insister sur le mode d'action antibactérien et la nature chimique, qui définit les différentes familles et justement les familles, les familles, on y arrive. Alors, regardez. Le mode d'action, d'abord, il y a des antibiotiques qui empêchent la synthèse de la paroi bactérienne. Pourquoi je vous ai dit comme prérequis la structure bactérienne, c'est pour que vous puissiez comprendre ce slide qui est très très important. D'accord? Donc, il y a des antibiotiques qui empêchent la synthèse de la paroi bactérienne, particulièrement le peptidoglycane. Et ça, c'est le cas par exemple des bêta-lactamines et aussi de la vancomycine, entre autres. Et puis, il y a celle qui inhibe la synthèse de la membrane cytoplasmique. Et puis, celles qui inhibent la synthèse de l'ADN, comme par exemple les fluoroquinolones, comme la ciprofloxacine, la rifampicine, qui inhibe l'ARN polymérase. Bref, ça, le métronidazole flagile aussi, j'avais oublié celui-là. Et puis, il y a ceux qui inhibent la synthèse protéique. En fait, tout simplement, c'est un mot pour dire qui inhibe en réalité le ribosome. Et là, vous avez beaucoup de familles qui appartiennent, qui ont ce mécanisme. Les macrolides, les aminosides, les cyclines, les phénicolés, d'accord? Alors, si ces noms vous paraissent barbares, eh bien, c'est tout simplement que vous ayez oublié ce que vous avez fait l'année passée, d'accord? Donc, je vous renvoie un peu pour une révision sommaire de ces familles. Ok. Et puis il y a les autres mécanismes que j'appelle de manière assez rigolote Barriana al-Watan. D'accord? En fait, c'est des mécanismes qui ne sont pas très peu nombreux, qui sont pas très nombreux, donc du coup, on les a appelés les autres. Voilà. Alors justement, voici les familles. Alors là, je ne vais pas négocier avec vous. Ces familles, vous devez les retenir. Je ne vous demande pas forcément de retenir les antibiotiques, d'accord, mais vous retenez les familles, c'est très important. Quand on vous balance un antibiotique, vous devez savoir à quelle famille il appartient et vous verrez que ça a une très grande importance quand on abordera le problème des résistances. D'accord? Donc vous voyez, il y a 9, bêta-lactamine, aminoside, cycline, glycopeptide, fluoroquinolone, macrolide, imidazolé, sulfamide et phénicolé. D'accord? À retenir. Et encore une fois, cela a été abordé dans le détail l'année passée.
À ce stade, je vous demande surtout de retenir ces familles. Voilà. Maintenant, je vous conseille de prendre 5 minutes de pause, un peu pour vous remettre de cet électrochoc. Ok? Ça vous rappelle des souvenirs, je sais. Et maintenant, voilà, on reprend avec l'antibiorésistance. Alors, on a un peu vu comment une substance élaborée par une bactérie ou une levure pouvait agir sur une autre bactérie pour la tuer ou l'empêcher de se multiplier. On a vu que l'être humain a isolé ces substances et il est en train de les utiliser pour tuer ces autres bactéries. Mais maintenant, on va voir de l'autre côté. Et la bactérie qui subit cette action, est-ce qu'elle se défend? Absolument. Est-ce qu'elle a appris à se défendre? Absolument. Et cela fait des millions et des millions d'années que cela existe. Donc, une bactérie qui se défend contre un antibiotique pour qu'il lui fasse pas ou peu d'effet, on appelle ça l'antibiorésistance. Et c'est un problème de santé majeur. Vous savez, vous partez sur le site de l'OMS, vous allez trouver, vous lisez et on a l'impression que l'OMS panique à l'idée de cette antibiorésistance. En fait, ce phénomène, à terme, risque de mettre fin au miracle que ça a été les antibiotiques. Vous imaginez une simple infection urinaire, et c'est déjà le cas hein, dans certains cas, dans certains services de soins intensifs, et même dans la communauté, on n'arrive plus à traiter des infections banales. Et c'est vraiment un problème qui va aller en s'aggravant. D'accord? Alors, cette antibiorésistance, en fait, c'est quoi? Comment on la définit? Ben, en réalité, définir la résistance n'est pas toujours aisé. Il y a plusieurs manières de la définir. J'ai envie de caricaturer pour dire tout simplement que l'antibiotique n'arrive plus à agir sur la bactérie. Voilà, c'est assez simpliste, c'est un peu les jouets, c'est un peu banal, mais sincèrement, je trouve que cette approche me plaît, mais toutefois, pour des considérations plus académiques, alors voilà, une bonne phrase, c'est la capacité des bactéries à résister aux effets des antibiotiques ou des biocides, c'est-à-dire des substances qui ressemblent aux antibiotiques, qui sont censées les tuer ou les contrôler. Voilà. Mais il y a d'autres définitions des résistances. Alors, il y a la définition clinique. En fait, c'est tout simplement l'échec thérapeutique. C'est quand un antibiotique euh, il y a un échec thérapeutique à une antibiothérapie. Bien sûr, cette notion n'est pas toujours vraie parce que parfois, ce n'est pas forcément lié à une résistance. Vous prenez un patient qui refuse de prendre son traitement correctement et que vous ne le dites pas, et ben, tout simplement, ça va être un échec thérapeutique que vous attribuerez à tort à une résistance. Parfois, l'antibiotique diffuse mal dans le site qui est infecté. Et parfois, tout simplement, même si la bactérie est sensible, mais n'oubliez pas qu'une bactérie, elle a aussi un autre phénomène qui est la virulence. Une bactérie peut être tellement mortelle que elle cause des dégâts dans l'organisme humain plus vite qu'elle n'est tuée par l'antibiotique. Mais toutefois, la définition clinique de la résistance, c'est quand il y a un échec thérapeutique à une antibiothérapie. Et puis, cette résistance, elle peut être définie comme étant naturelle ou acquise. Qu'est-ce que ça veut dire naturelle ou acquise? En fait, une résistance naturelle, c'est une résistance innée, si vous voulez. Euh, vous prenez une Escherichia coli, qui est ben, tout simplement, euh, la vancomycine, eh ben, elle va rien lui faire. La pénicilline G, eh ben, dès le départ, ça ne lui fait aucun effet. Voilà, tout simplement. C'est une résistance naturelle. Et elle est importante à connaître la résistance naturelle parce que déjà, elle seule, elle peut être responsable d'échecs thérapeutiques. Ou cette résistance peut être parfois acquise. Qu'est-ce que ça veut dire une résistance? Acquise, ça veut dire qu'une bactérie n'était pas au départ, elle était sensible à cet antibiotique. Cet antibiotique arrivait à agir sur elle, mais voilà, à un moment donné, elle a eu le bon logiciel, elle a téléchargé le bon fichier, une de ses copines lui a donné ce fichier, ou alors elle a subi une mutation, et tac, cet antibiotique, il n'arrive plus à agir sur elle. On appelle ça une résistance acquise. Alors l'une des résistances, par exemple, qui fait peur à l'OMS, c'est le Staphylococcus aureus et l'oxacilline.
Alors, l'oxacilline, c'était vraiment un antistaphylococcique. D'accord? C'est vraiment une molécule, un antibiotique qui a été mise au point pour détruire les staphylocoques aureus et surtout les infections Staphylococcus aureus. Mais depuis les années 60, ont apparu des souches qui ont acquis une résistance, acquise, si vous voulez, بالعربية المكتسبة. D'accord? Elles ont acquis une résistance à l'oxacilline et actuellement, c'est une résistance qui est très surveillée sur le plan mondial. Donc voilà, la résistance, retenez qu'elle peut être naturelle ou acquise, mais les deux ont des conséquences en thérapeutique. Une résistance naturelle ou une résistance acquise, d'un point de vue thérapeutique, aura la même signification, qui est l'échec thérapeutique. D'accord? Et puis, il y a les résistances transférables ou non transférables. Là, vraiment, c'est un détail technique. C'est surtout pour l'épidémiologie. Vous devez deviner qu'une résistance transférable est d'autant plus grave plus grave qu'une résistance non transférable. Une Escherichia coli résistante au céphalosporine troisième génération, si elle arrive à transférer sa résistance aux autres Escherichia coli, aux autres entérobactéries, ma foi, c'est un problème de santé publique ou hospitalière. En tous les cas, épidémiologiquement, c'est beaucoup plus grave qu'une résistance qu'elle garde pour elle-même. Donc, éventuellement, c'est une notion un peu à avoir, mais pas forcément, mais c'est pas de la première importance. Et voilà, vous avez dû voir qu'il y avait beaucoup de blabla sur les résistances, d'accord? On pouvait dire tout et n'importe quoi, et les autres définitions, eh ben, il y en a encore beaucoup d'autres, hein. Mais globalement, comme nous sommes à l'ère du pondérable, c'est-à-dire il faut mesurer, et cette résistance qui est une notion quelque part subjective, il fallait essayer de trouver une manière de lui donner une valeur. D'accord, une bactérie résistante. Qu'est-ce qui différencie finalement une bactérie résistante? Et si elle est résistante, comment est-ce qu'on va mesurer cette résistance? Eh bien, tout simplement, c'est la CMI, la concentration minimale inhibitrice. C'est ce qui exprime le mieux la résistance bactérienne, mais on va y revenir tout à l'heure. D'accord? Voilà. Maintenant, je dois vous parler d'une notion très 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 importante pour comprendre l'origine du problème des résistances. Alors, il y a une idée reçue. Il y a une idée reçue comme quoi donner un antibiotique rend une bactérie plus résistante. C'est faux. C'est tout à fait faux. C'est une notion absolument erronée. C'est comme si je vous dis, alors voilà, il y a une infection urinaire, je vais donner de l'augmentin, c'est-à-dire de l'amoxicilline plus acide clavulanique, et en donnant ça pendant 5 jours, au lieu de donner ça pendant 8 jours, alors il y a des notions comme ça, c'est-à-dire que si on ne donne pas suffisamment longtemps un antibiotique, ou alors si je ne donne pas la dose suffisante, alors je vais provoquer une résistance. C'est faux, d'accord? C'est pas comme ça que ça marche. En réalité, pour comprendre le problème de la résistance, il faut comprendre la notion de sélection clonale. Alors, en fait, qu'est-ce qui se passe? Regardez ici. Voilà. Ici, on est à peu près à l'ère, on est un peu dans les années 30, 40, quand on a commencé, par exemple, à utiliser de la pénicilline G. Voilà. Alors ça, par exemple, c'est une bactérie. Alors, allez, on va bien s'amuser. C'est un Corynebacterium diphtheriae, donc c'est la diphtérie. D'accord? C'est la bactérie de la diphtérie. À ce stade, elles étaient sensibles, donc à chaque fois qu'on chopait une diphtérie, on donnait de la pénicilline. Alors ici, c'est en Europe, là où en Afrique, etc. Et puis là, voilà, une autre région du monde, allez, je ne vais pas choisir comme ça, on ne va pas m'accuser de détester les gens. Alors voilà, un pays donné, tout simplement, d'accord, au sein de sa population, là, vous voyez une bactérie, un Corynebacterium diphtheriae en rouge. En fait, cette bactérie, elle a muté, ça fait environ 2 ou 3 millions d'années. Voilà. Elle a muté, elle a été et en fait, elle n'a jamais transmis sa résistance. En fait. Elle était là, dans son coin. Voilà. Alors, bien sûr, comme
comme elle est quasiment seule, alors la probabilité pour s'infecter avec une bactérie résistante à la pénicilline G ici, elle est faible. On a plus tendance à choper celle-là, ou celle-là, ou celle-là, ou celle-là, ou celle-là. Et c'est super. C'est une bonne nouvelle parce que, justement, on va traiter avec de la pénicilline G. Voilà. Et qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, tout simplement. Et là, regardez. Je vous permets, j'attire votre attention sur ce passage, d'ici à ici. Alors, bien sûr, cette flèche, en réalité, elle représente environ 70 ans. C'est bien ça, d'accord? C'est pas du jour au lendemain. Alors, à chaque fois qu'on donnait de la pénicilline G, eh bien, on tuait ces bactéries sensibles et ces bactéries résistantes, elles ne meuraient pas, elles ne mourraient pas, d'accord? Puisqu'elle était résistante à la pénigie. D'accord? Mais celle-là, au contraire, elle disparaissait au fur et à mesure, et à chaque fois, celle-là, elle prenait la place de celle qui mourait. Et puis, arrivé aux années 2000, eh ben, qu'est-ce qui se passe? On s'est retrouvé, toutes les bactéries qui étaient sensibles à la pénicilline G sont mortes, et ne sont restées que les bactéries résistantes. D'accord? Et c'est ça, c'est pour ça quand souvent vous entendrez le terme sélectionner des résistances. Le terme sélectionner des résistances est un terme approprié et c'est un terme très juste qui explique réellement le phénomène qui se passe depuis un siècle, depuis la découverte des antibiotiques. Si ce que je viens de vous dire vous paraît un blabla qui ne vous permet pas de bien suivre, alors retenez au moins ces deux dernières étapes. D'accord? Regardez ici, entre le passage d'ici à là. On avait une bactérie qui était résistante, qui était rarement responsable d'infection, et c'est ces bactéries qui étaient responsables de ces infections. Alors, à chaque fois, on donnait de la pénicilline G, ça marchait, ça marchait, ça marchait, mais à chaque fois, on tuait celles qui étaient sensibles et on laissait, ou plus exactement, on sélectionnait celles qui étaient résistantes. Et ce phénomène s'appelle la sélection clonale, c'est-à-dire on a sélectionné le clone résistant. Et là, vous allez me dire, si vous m'avez bien compris, que finalement, le combat par les antibiotiques était perdu d'avance. Et c'est peut-être vrai. Parce que finalement, ce qui se passe depuis un siècle à peu près, c'est que nous avons tout simplement accéléré le phénomène de sélection clonale. Nous avons en un siècle sélectionné énormément de bactéries résistantes. On est en train d'éliminer les bactéries sensibles. Non pas que les bactéries sensibles sont moins dangereuses que les bactéries résistantes, absolument pas. Elles ont le même potentiel. Vous savez, ici, une diphtérie sensible à la pénicilline, une diphtérie résistante vont vous tuer de toute façon. À la différence que celle-là, vous pourrez la traiter, que celle-là, non. D'accord? Et finalement, la seule solution actuellement qui se, qui se présente à nous. Alors, dans les années, pendant le XXe siècle, la solution était relativement simple. À chaque fois qu'une bactérie devenait résistante, voilà, comme ici, elle devenait toute résistante, eh ben, on a inventé un nouvel antibiotique. Et puis, à chaque fois, on reprenait le cycle. Allez, la plupart des bactéries sont sensibles. Et puis, elles redevenaient résistantes à ce deuxième antibiotique. Et puis, on a inventé un troisième. Et puis, désolé, et puis on a inventé un quatrième et un cinquième. Le problème, c'est qu'après la fin du XXe siècle, il n'y a plus de nouvelles molécules. Et on a, par contre, il n'y a que de nouvelles résistances. Et finalement, la seule solution actuellement qui est une solution provisoire mais nécessaire, c'est de prescrire le moins possible d'antibiotiques. C'est pour ça qu'il faut en prescrire beaucoup moins. Et réellement, le slogan qui dit les antibiotiques, plus on les donne, moins ils sont efficaces, est réel. Cette notion est très vraie, contrairement à celle qui dit qu'un antibiotique provoque les résistances d'une bactérie. Non, un antibiotique sélectionne les résistances. Et du coup, moins on l'utilise, moins on va sélectionner les résistances. C'est comme si vous faisiez de l'épargne. Vous cachez de l'argent et vous essayez de le dépenser au bon moment quand c'est vraiment nécessaire parce que vous savez que de toute façon, vous n'allez pas en gagner à nouveau. Et c'est exactement le point sur lequel je dois insister. Ne donnez pas les antibiotiques, même si vous estimez que c'est indispensable, à la limite, essayez toujours de trouver une alternative parce que
Et, alhamdoulilah, l'espérance de vie a nettement augmenté, mais du coup, on prend de plus en plus d'antibiotiques. Alors sincèrement, si une personne pouvait prenez 3 fois par an un antibiotique, ça serait bien qu'elle n'en prenne que 2 fois. Si elle en prend 2 fois, elle n'en prend qu'une fois. Donc, s'il vous plaît, c'est très important. Je ne vous dis pas de ne pas en donner quand il y a une indication. N'oubliez pas, par exemple, qu'une méningite bactérienne est une urgence thérapeutique. Si vous ne donnez pas une céphalosporine 3e génération, vous allez condamner le malade et vous pourrez vous retrouver en prison. La question n'est pas là. Mais justement, c'est de savoir quand donner. Donner pour une grippe ou une diarrhée, c'est totalement erroné. Il faut vraiment faire la sélection, savoir quand donner. Et c'est pour ça qu'il faut absolument, absolument avoir un œil pertinent sur l'antibiothérapie. Justement, on va aborder ça à la fin. D'accord? Alors, maintenant, je reviens sur la résistance croisée. N'oubliez pas, je vous ai dit, il y a plusieurs définitions en résistance. Alors, la résistance croisée, elle est extrêmement, extrêmement importante. C'est quoi? En fait, vous avez une bactérie qui a un mécanisme de résistance. Ça veut dire elle arrive à résister à un antibiotique. Alors, grâce à ce mécanisme de résistance, par exemple, une bactérie, elle a une enzyme. Cette enzyme, elle attaque un antibiotique donné. Allez, on va dire le Staphylococcus aureus. Allez, c'est un bon ami celui-là. Alors, le Staphylococcus aureus, il produit une enzyme, cette bactérie, qui va détruire la pénicilline G. Donc, le mécanisme de résistance, c'est un mécanisme enzymatique et c'est un seul mécanisme, une enzyme. Et Et bien sûr, ça va lui permettre de résister à cet antibiotique. C'est-à-dire la pénicilline G ne pourra pas détruire le Staphylococcus aureus parce que lui, il l'aura détruite avant, grâce à son enzyme. Mais le truc, le souci, c'est que cette enzyme, non seulement elle est capable de détruire la pénicilline G, mais elle est aussi capable de détruire l'amoxicilline, l'ampicilline, la ticarcilline et la piperacilline. C'est-à-dire avec un mécanisme, la bactérie arrive à résister à plusieurs antibiotiques. Et c'est généralement des antibiotiques de la même famille. Et on appelle ce phénomène la résistance croisée. Alors bien sûr, quand le nombre d'antibiotiques atteints par un seul mécanisme est relativement faible, a priori, ce n'est pas un gros problème. Mais quand vous avez des, des mécanismes comme celui du SARM, où la résistance à l'oxacilline lui permet de résister à toutes les bêta-lactamines, ou alors éventuellement les entérobactéries qui produisent des BLSE, c'est une enzyme spéciale, alors elle vous détruit les amino, l'amoxicilline, ampicilline, ticarcilline, piperacilline, non, céfotaxime, ceftriaxone, ceftazidime, alors j'en passe, c'est des meilleurs, la céfazoline, la céphalotine, bref, une enzyme, elle vous détruit carrément toutes les bêta-lactamines. Là, la résistance croisée pose un réel problème de thérapeutique, d'accord? Et le fait de savoir qu'un mécanisme peut détruire plusieurs antibiotiques de la même famille, on appelle ça l'inférence. Et vous, en tant que médecin, c'est pour ça que je vous ai dit, retenez les familles des antibiotiques. À chaque fois qu'on vous donne un antibiotique, sachez de quelle famille à quelle famille il appartient. Parce que si vous avez une résistance à cet antibiotique, il ne faut pas donner un antibiotique de la même famille. C'est une bêtise qu'on voit souvent. Je mets le patient sous céfotaxime, alias claforan, ça ne marche pas, et ben je lui donne la ceftriaxone. C'est la même famille. Ça n'a pas de sens. Tout ça parce que je ne sais pas que ça appartient à la même famille. Donc la résistance croisée, n'oubliez pas ça, parce que ça va vous indiquer un peu la manière de changer de famille pour éviter ce phénomène d'inférence. Inférence et pas interférence, d'accord? Voilà, donc ça c'est la résistance croisée. Maintenant, on va aller à un autre type de résistance qui est malheureusement, qui vient aggraver ce phénomène de résistance croisée, qui est la résistance associée. En fait, tout simplement, ici, la bactérie, elle collectionne les résistances. En fait, elle ne va pas acquérir un seul mécanisme de résistance, mais elle va acquérir plusieurs mécanismes de résistance. Par exemple,
je prends une bactérie, elle va produire une enzyme pour détruire un antibiotique ou une famille d'antibiotiques, et en même temps, elle acquiert un autre mécanisme, une autre enzyme, ou alors elle va fermer la porte pour empêcher les autres antibiotiques d'entrer, et elle va finalement résister à deux familles d'antibiotiques. Parfois, il y a des bactéries qui ont trois mécanismes de résistance, quatre ou cinq, et ça aboutit, ce phénomène de résistance associée, à ce qu'on appelle les BMR, les bactéries multirésistantes, qui actuellement constituent un cauchemar. Les hôpitaux maintenant, les hôpitaux du monde entier, y compris les hôpitaux algériens, sont bourrés de BMR, bactéries multirésistantes. C'est des bactéries qui ont acquis des mécanismes de résistance, souvent des résistances croisées, et ils ont collectionné ces mécanismes de résistance croisés, ils les ont associés, et ça a donné des résistances qu'on appelle les résistances associées. Alors vous avez la famille des bêta-lactamines qui peut partir. Alors je vous donne l'exemple du SARM et MLSB. Alors ça, c'est une seule bactérie. Elle a un mécanisme de résistance ici et un autre mécanisme de résistance ici. Ce mécanisme de résistance lui permet d'être résistante à toutes les bêta-lactamines, et ce mécanisme à côté, eh ben, il la rend résistante à la sous-famille des macrolides et des lyncosamides. Donc vous voyez, ce sont deux mécanismes différents de résistance, et ça, c'est une résistance associée. D'ailleurs, comme on reconnaît une résistance associée, c'est Zaid. D'accord? Quand vous voyez plus, ça veut dire que c'est une résistance associée. S'il vous plaît, ne confondez pas résistance associée et résistance croisée. Si vous n'avez pas compris ces notions, vous avez un délégué et vous me contactez. Je me ferai un plaisir de répondre à vos questions et à réexpliquer. D'accord? Sinon, vous me réécoutez si ma voix ne vous dérange pas trop. D'accord? Voilà. Maintenant, ces BMR, elles sont répertoriées. D'accord? Alors, ça, c'est à apprendre, parce qu'actuellement, c'est devenu, c'est ça les BMR, les bactéries multirésistantes qui existent à travers le monde, et qu'on est obligé maintenant de connaître, parce qu'on va tous être confrontés à ça. Vous devez être capable de reconnaître ça si jamais on vous en parle. Alors, et n'oubliez pas, c'est un des objectifs du cours. Alors, il y a les abris, Acinetobacter baumannii résistant à l'imipenem. Il faut savoir que les hôpitaux algériens sont gravement touchés par cette bactérie. D'ailleurs, l'Algérie, c'est parmi les premiers pays au monde qui sont touchés par ce type de multirésistance. Il y a les Pseudomonas aeruginosa résistants à l'imipenem. Ils sont beaucoup moins fréquents. Ils posent un problème. Alors, les publications françaises parlent souvent de ce type de phénotype. Alors, les EBLSE, elles sont très répandues en Algérie, et malheureusement pas qu'au niveau hospitalier. Mais actuellement, on assiste à un phénomène, même en médecine communautaire, on a ce qu'on appelle les EBLSE, les entérobactéries productrices de bêta-lactamase asphyxiallergie. Et elles posent un gros problème de santé publique. D'accord? Les fameux SARM, qui sont très célèbres en Occident. Or, chez nous, en Algérie, ils sont moins fréquents que les EBLSE. Alors, en Occident, c'est l'inverse. Il y a plus de SARM que de EBLSE. Chez nous, c'est le EBLSE plus que les SARM. D'accord? Et puis, les ERV. Alors, les entérococcus résistants à l'avant-comicine, ils sont rares en Algérie, mais ils sont très surveillés. On appelle ça une résistance émergente. Et puis, l'Ibadomalena, parce que ça, c'est une vraie catastrophe, c'est les Staphylococcus aureus résistants à la vancomycine. Alors actuellement, bon, vous en tant que médecin, si vous ne faites pas spécialité, vous n'aurez sans doute pas, enfin j'espère en tous les cas, confronté à ce type de souche. Actuellement, ils sont extrêmement surveillés. Officiellement, il n'y en a pas, mais on pense que ce n'est pas suffisamment recherché. J'espère qu'il n'y en aura pas. Donc voilà, ça c'est des phénotypes absolument à retenir. Voilà. Alors, les mécanismes de résistance dont je parlais depuis tout à l'heure, alors bien sûr, comment une bactérie arrive à résister à un antibiotique? Eh bien, tout simplement, ou bien par imperméabilité. Alors, la bactérie, elle empêche cet antibiotique d'entrer, tout simplement. Elle lui dit de ne pas entrer, et hop, il ne peut rien lui faire. Un exemple, vous prenez de la gentamicine, elle doit agir sur le ribosome bactérien. Et bien, si la bactérie, elle l'empêche d'entrer, et bien, tout simplement, elle ne pourra pas toucher le ribosome. Alors, le mécanisme d'efflux, c'est un mécanisme assez rigolo, mais très rigolo, bien sûr, j'ironise, hein, mais qui peut être très efficace. En fait, la bactérie, quand est-ce qu'elle utilise ce mécanisme? Elle ne peut pas empêcher l'antibiotique d'entrer. C'est un antibiotique samat, dakhel. Voilà.
C'est comme ça que tu ne pourras pas m'empêcher d'entrer. Alors, qu'est-ce qu'elle fait, la bactérie? Au lieu de dépenser l'énergie à l'empêcher d'entrer, eh bien, tout simplement, marhaba bik, elle le fait entrer, mais en même temps, elle le fait entrer pour le diriger vers la sortie. Voilà. Tu entres, et puis va par là, tu suis le couloir, il y a la deuxième porte pour sortir. C'est le mécanisme des flux. D'accord? Et puis, il y a le troisième mécanisme qui est le plus célèbre, mais pas forcément le plus fréquent, c'est la synthèse d'enzymes. En fait, c'est quand une bactérie produit une enzyme pour détruire tout simplement l'antibiotique. C'est un mécanisme, on va dire, assez violent. D'accord? Et puis le quatrième mécanisme, alors là, c'est un mécanisme très subtil, très intelligent de la part des bactéries, et bien c'est la modification de la cible. C'est pour ça que je vous ai dit, il faut connaître les mécanismes d'action. Par exemple, je prends l'exemple du ribosome. Vous avez un antibiotique, par exemple l'érythromycine. Ah, tiens, le Zitromax actuellement, parce que c'est très à la mode à cause du Covid. Le Zitromax, la zithromycine, ça agit sur le ribosome bactérien. Soit dit en passant, je vous rappelle que le coronavirus, c'est un virus et qu'un virus ne possède pas de ribosome. Donc, ceux qui commettent la bêtise de croire que l'azithromycine pourrait agir sur un virus, eh bien, écoutez, vous n'avez qu'à imaginer un ribosome à l'intérieur du virus, sachant que le ribosome c'est 20, 30 fois plus grand qu'un virus, d'accord? Bon, soit dit en passant, je ferme la parenthèse. Alors, on va dire que la gentamicine, c'est une molécule qui agit sur le ribosome. Alors, il arrive, voilà la bactérie qui est ciblée. Alors, est-ce que la bactérie, elle va l'empêcher d'entrer par imperméabilité? Non, ça va, marhaba bik. D'accord? Est-ce qu'elle va le chasser une fois qu'il sera entré par un efflux? Pas du tout. Sympa, il n'y a pas de souci. Et puis, est-ce qu'elle va essayer de détruire ce macrolide, cette azithromycine, par des enzymes? Pas du tout. Non violente, il n'y a pas de souci. Et tac. Alors, automatiquement, l'azithromycine, elle est super contente. On l'a laissé entrer, on ne l'a pas chassée, on ne l'a pas détruite. Et elle va chercher sa cible qui est le ribosome. Et puis, tout d'un coup, où est-ce qu'il est le ribosome? Eh bien, elle n'arrive pas à le reconnaître. Elle n'arrive pas à le reconnaître, elle va tourner dans le cytoplasme bactérien et elle n'arrive pas à trouver le moindre ribosome, elle n'arrive pas à le reconnaître. En réalité, qu'est-ce qui s'est passé? La bactérie, elle a fabriqué un ribosome qui ne peut pas être reconnu par ce zitromax, par cette azithromycine. Plutôt, oui, c'est ça, le zitromax. D'accord? Je ne me suis pas trompé, zitromax, azithromycine. Donc voilà. Et pourquoi? Parce que le ribosome a été modifié et tout simplement, l'antibiotique ne peut pas agir. Donc ça, c'est les mécanismes de résistance aux antibiotiques. Je vous demanderai de les retenir. Voilà. Maintenant, pour la CMI, bien sûr, ce qui est avantageux quand on a une vidéo, c'est que vous pouvez vous arrêter quand vous voulez, si vous sentez que vous fatiguez. On va dire que j'ai moins de remords. D'accord? Je peux éventuellement enchaîner sans être obligé d'arrêter pour vous. Donc vous arrêterez à chaque fois que vous estimerez que c'en est trop. Alors, maintenant, la résistance. La CMI, je vous ai dit que c'est le seul paramètre objectif pour évaluer une résistance bactérienne aux antibiotiques. Parce que tout ce qu'on a vu auparavant, certes, c'est beau, c'est du blabla, mais en réalité, donner un chiffre pour parler de tout ça. Et bien tout simplement, la CMI, c'est quoi? Donc vous voyez, ici, c'est des tubes en verre, d'accord? Dans ces tubes, il y a des milieux de culture, ok? Alors le milieu de culture, quand il est stérile, et quand il n'y a pas de culture bactérienne, il est transparent, d'accord? Et puis quand il y a une culture bactérienne, ça devient trouble. Alors dans ces tubes, qu'est-ce qu'on a mis? On a mis un même volume de milieu de culture, d'accord? Et on a mis la même quantité de bactéries, d'accord? La même concentration de bactéries, ok? Bien sûr. Et puis, on a mis une concentration croissante d'antibiotiques, d'accord? Et c'est toujours du x2, d'accord? 64 mg, 32 mg, 16, 8, 4, 2, 1, 0,5, 0,25. Vous voyez? Et puis, il y a un tube témoin où il n'y a pas d'antibiotiques, un peu pour vérifier que les bactéries poussent bien dans ce milieu. Ok? Alors, qu'est-ce qui se passe? On va regarder la concentration la plus basse en antibiotiques, 0,25. Hop, les bactéries ont poussé. Très bien. Donc ça va, cette concentration permet la croissance bactérienne. Ce n'est pas suffisamment concentré. Et puis, je vais voir plus haut, 0,5. Ah, toujours pas d'action, donc automatiquement, ça a poussé. Tac, je vais voir
1 à 1 gramme, 1 milligramme, ça marche. Tac, dès que j'arrive à 2, ça ne pousse plus. Ah, et bien tout simplement, ma CMI, ça va être 2. C'est ça la CMI. C'est la concentration de minimale, c'est-à-dire au minimum, qui inhibe la croissance bactérienne. Parce que regardez, à partir de 2, ça pousse, ça ne pousse plus. Donc tout est inhibé, et c'est à partir d'ici, le minimum, c'est 2. Voilà, c'est ça la CMI. Il ne faut jamais oublier la CMI, c'est celle qui exprime le mieux la résistance bactérienne aux antibiotiques. Voilà. Alors bien sûr, il y a d'autres manières de déterminer les CMI au niveau du laboratoire. Tout ça, c'est pour que vous sachiez, ça s'appelle un E-test. D'accord? Donc éventuellement, surtout quand vous avez des cas graves où il faut doser avec exactitude la, la dose à donner au patient, une CMI, elle peut être très intéressante pour être utilisée. Pour à votre niveau, vous aurez rarement l'occasion d'utiliser ça. Et puis, on a l'antibiogramme. Alors, l'antibiogramme, c'est ça. C'est ces disques d'antibiotiques autour desquels vont pousser ou pas des bactéries. Alors, voilà. Là, c'est des bactéries. Vous voyez, ça, c'est un tapis de bactéries. En fait, cette boîte, on a mis un tapis bactérien et on a mis ces disques d'antibiotiques. Alors, regardez. Ici, il y a un diamètre. On appelle ça le diamètre d'inhibition. C'est-à-dire qu'ici, il y a trop d'antibiotiques pour la bactérie. Ici, il y en a pas. Ici, ça va. Elle peut pousser. Alors, ce diamètre, c'est ce qui permet. Alors, vous voyez, ici, elles arrivent quand même à être assez proches du disque. D'accord? Ici, par exemple, c'est tellement efficace, regardez, que ça pousse très loin. Ça n'arrive même pas à approcher le disque. Donc, vous voyez, l'antibiogramme, c'est ça. C'est les disques qu'on dispose sur un milieu de culture et par la suite, et après, bien sûr, avoir tapissé tout le milieu de bactéries. Donc, cet antibiogramme, c'est la technique la plus utilisée pour deux raisons. Un, c'est une technique qui n'est pas coûteuse par rapport aux autres. Et deux, elle est relativement simple. Vous voyez ici, par exemple, vous avez 16 antibiotiques. Vous imaginez, si vous deviez faire 16 fois ce travail, c'est énorme pour un laboratoire. Et le E-test, ça, c'est plutôt cher. C'est assez coûteux, cette bandelette. Donc, c'est la technique la plus utilisée. C'est l'antibiogramme. Donc, c'est pas cher et c'est simple à faire. Mais ça a un inconvénient, c'est que c'est aussi la moins précise des techniques. Et du coup, il a fallu la standardiser. Alors, attention, attention, attention. L'antibiogramme est standardisé. On n'a pas le droit de faire un antibiogramme comme on veut. C'est des normes internationales. Alors ici, je vous ai cité les normes reconnues par l'Organisation mondiale de la santé. Le CLSI pour Clinical Laboratory Standardization Institute américain, la Société française de microbiologie et puis la Société européenne. D'accord? Et en Algérie, on a notre réseau national de surveillance et de standardisation d'antibiogramme, c'est le ARN, Algerian Antibacterial Resistance Network. Alors il faut savoir que ce réseau s'inspire à 80-90% du CLSI américain. Pourquoi je vous dis ça? Il faut savoir que quand vous demanderez un antibiogramme, il faut obligatoirement demander si cela a été fait, selon quelle norme il a été fait. Et si jamais la personne, enfin le collègue, le laboratoire qui vous fait cet antibiogramme, vous ne vous donne pas la norme ou alors il ne sait pas de quoi vous parlez, je vous conseille de ne pas prendre son antibiogramme en considération. C'est comme un téléthorax. Il y a des critères de qualité pour un bon téléthorax, il y a un critère de qualité pour un bon ECG, il y a des critères de qualité pour un antibiogramme. Parmi ces critères, le plus important, c'est la norme à laquelle cet antibiogramme a été fait. Alors, si ce laboratoire ne vous donne pas la norme ou il ne sait même pas de quoi il s'agit, je vous conseille de ne pas prendre cet antibiogramme en considération. Voilà. Maintenant, est-ce qu'on peut lutter contre les résistances? Eh bien, oui, c'est possible. Alors, comment on peut lutter? Déjà, il faut être critique. Il faut savoir critiquer. Alors, critique dans le sens scientifique du terme, pas dans le sens, c'est-à-dire dire le bon et le mauvais. C'est pas critique dans le sens littéral, oui, c'est pour dire les mauvaises choses. C'est-à-dire essayer de prendre ce qui est bon. Alors, qu'est-ce qui doit être soumis à une critique? C'est, en fait, je vous dis ça, c'est pour ne pas prendre d'emblée et d'accepter, sans réfléchir, ce qu'on vous donne. Et qu'est-ce que vous devez accepter avec une réflexion, avec une certaine critique? Les recommandations des autres pays. Alors attention, pourquoi
là, vous allez me dire comment? Des normes américaines, des recommandations américaines, nous, Algériens, on ne va pas les prendre en considération? Absolument. Et ça, c'est pour une raison très, très simple. Les bactéries changent d'un pays à un autre. Et du coup, vous ne pouvez pas faire du copier-coller. Les bactéries suédoises, les bactéries togolaises, les bactéries thaïlandaises et les bactéries américaines ne sont pas les mêmes. Ce n'est pas la même épidémiologie, ce n'est pas les mêmes antibiotiques disponibles, ce n'est pas les mêmes sélections clonales. Donc, ça ne veut pas dire que vous devez d'emblée les rejeter, mais vous devez comparer. C'est très important. Et il y a des chiffres algériens. Il faut juste entrer dans le site de la santé publique et du ministère de la Santé. Et il y a un réseau national de surveillance. Vous avez les chiffres des résistances algériennes. Et puis, idem pour les sociétés savantes. Pourquoi les sociétés savantes? Elles sont plus fiables que les recommandations faites par rapport à un pays national, mais le problème avec les sociétés savantes, c'est qu'elles doivent être consensuelles, c'est-à-dire qu'elles doivent satisfaire tout le monde. Donc elles prennent des moyennes, elles ne prennent pas du cas par cas. D'accord? Donc prenez les recommandations des sociétés savantes et essayez de savoir si elles sont applicables à votre cas. D'accord? Et surtout, 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 méfiez-vous des délégués médicaux. N'oubliez jamais qu'un délégué médical, il est là pour vendre. Il n'est pas là pour traiter. Et un délégué médical vous dira obligatoirement que cette molécule, c'est la plus efficace, elle marche, etc., etc. Il faut faire très, 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 très attention. Il faut avoir une lecture crédible de ce qui vous est donné. D'accord? Et puis, surtout, et c'est ce qui me fait le plus mal, c'est la prescription par habitude. La plupart du temps, cette prescription, elle est plus habituelle qu'autre chose. Si je parle avec à mes collègues, je leur dis pourquoi vous donnez de l'extensiline pour, pour, le, pour, le, pour une angine pulsacée, eh ben, la plupart ils vont dire à cause du RA, parce que le rhumatisme articulaire aigu, etc., etc. Ou alors, certains ne le diront pas, mais c'est tout simplement ce qu'on leur a appris à faire. Ils ne savent pas trop pourquoi. Vous savez, prescrire un antibiotique, même un analphabète pour ouvrir un flacon de sirop et le boire. Le médecin, c'est la décision éclairée, c'est une décision réfléchie. Il sait pourquoi il fait les choses. Et l'habitude est la négation de la certitude. On ne fait pas les choses parce qu'on a l'habitude de les faire. D'accord? Et moi, par exemple, pour l'angine, je m'attendais à ce qu'on me dise, c'est parce que c'est une infection due à un streptocoque bêta-hémolytique du groupe A. Et ce streptocoque, il est sensible à la pénicilline G. Et comme l'Algérie, le rhumatisme articulaire aigu est endémique, donc on doit traiter l'infection bactérienne avant qu'il y ait une complication post-infectieuse. C'est ça une décision éclairée. Ce n'est pas l'habitude. D'accord? Maintenant, autre chose. Il faut du cran pour lutter contre les résistances. Il faut avoir un certain courage. Un courage eh bien, tout simplement pour ne pas donner les antibiotiques. Et oui, ça va vous paraître bizarre, mais ne pas donner, il faut avoir le courage de ne pas en donner quand il n'y a pas d'indication. Et c'est pour ça qu'il faut bien connaître sa clinique, il faut bien connaître son infectiologie, il faut bien connaître les antibiotiques pour savoir si on est devant une infection virale ou bactérienne ou parasitaire, ou peut-être pas une infection du tout. D'accord? Croyez-moi, une grippe, ça ne nécessite pas des antibiotiques. Une diarrhée, ça ne nécessite pas des antibiotiques. Il y a certains cas qui nécessitent une antibiothérapie, il faut savoir les reconnaître. Déjà, avec les diarrhées et les infections respiratoires qui sont très fréquentes, si on arrive à ne pas donner les antibiotiques rien que pour ces infections-là, et uniquement dans certains cas, déjà, je pense que facilement la moitié des prescriptions des antibiotiques va disparaître. Et c'est très important, n'oubliez pas toujours, on a pensé à la sélection clonale des résistances. D'accord? Et puis, quand vous donnez un antibiotique à spectre large, c'est-à-dire euh, qui va agir à la fois sur plusieurs bactéries, essayez de ne pas les utiliser. Parce que pourquoi? Si vous donnez un spectre large qui agit sur plusieurs bactéries à la fois, et bien tout simplement, vous allez faire une sélection clonale à spectre large. Vous donnez un antibiotique qui agit sur les Escherichia coli, qui agit sur une Klebsiella, qui agit sur un Staphylococcus aureus. C'est une infection à Staphylococcus aureus. Si je donne une céphalosporine de première génération, ça, je vais sélectionner les Staphylococcus aureus résistants. Ça, je vais sélectionner en même temps l'Escherichia coli et la Klebsiella. واش داروا لي؟ ما داروا لي والو.
Pourquoi je vais sélectionner les résistances pour celle-là? Alors, en revanche, que si je donne un antibiotique à spectre 3, par exemple l'oxacilline, eh ben, je ne vais sélectionner que les staphylocoques résistants. C'est vrai que ce n'est pas une bonne nouvelle, mais c'est mieux que de sélectionner les résistants sur 3 espèces en même temps. D'accord? Donc, encore une fois, le spectre large que quand c'est nécessaire. Et puis, le problème des nouvelles molécules. Alors ça, c'est le massacre qui est surtout euh, provoqué par les délégués médicaux. On vient vous vanter une nouvelle molécule comme étant, elle est nouvelle, etc., elle est très efficace, etc., etc. Il y a très peu de résistance. C'est probablement vrai. D'ailleurs, ça a toutes les chances d'être vrai. Eh bien, justement, si c'est le cas, il ne faut pas l'utiliser. N'oubliez pas encore une fois la sélection clonale. Plus j'utilise cet antibiotique, moins il sera efficace parce que je vais sélectionner. Et s'il y a une nouvelle molécule, eh ben, dites-vous qu'il y aura toujours une sélection clonale. Donc une nouvelle molécule, il vaut mieux la garder en réserve. D'accord? Et puis surtout, il y a une arme absolue contre les résistances, c'est le savoir. Vous devez absolument avoir votre propre bibliothèque, vos propres documents, que ce soit une bibliothèque numérique, avoir votre réseau de spécialistes à qui vous allez demander des avis, vos propres synthèses, vos propres résumés, vos propres aides-mémoire, c'est très très important. Parce que un antibiotique, malheureusement, alors il y a un paradoxe quand vous allez vers de la cardiologie pour donner par exemple de l'aspirine ou pour donner un anti-arythmique, vous allez réfléchir, vous allez dire oui, non, les effets secondaires, je vais peut-être le tuer. Mais bizarrement, pour un antibiotique, on ne réfléchit absolument pas. On dit amoxicilline, une gélule, 2 fois par jour, 1 gramme, comme si que c'était quelque chose de banal. Or, n'oubliez pas, le problème des résistances est un problème réel et nous allons faire face à de grandes difficultés thérapeutiques et il faut absolument avoir un bon savoir concernant les antibiotiques. Donc voilà. Maintenant, la troisième partie, et je vous conseille de prendre une bonne pause, d'accord, avant de l'aborder. Alors, c'est le chapitre de l'antibiothérapie. Voilà. Maintenant, on connaît un peu les antibiotiques, un peu les résistances. Je dois traiter un patient. Ok? Donc, en fait, tout simplement, l'antibiothérapie, d'abord, il faut connaître les acteurs impliqués dans l'antibiothérapie. D'abord, il y a l'hôte, qui est le patient infecté. Il y a la bactérie infectante. Il y a l'antibiotique qui est censé agir sur cette bactérie. Alors, bien sûr les relations entre l'être humain et la bactérie, c'est l'infectiologie au sens large du terme qui va vous permettre de répondre à cette problématique, parce que c'est en infectiologie qu'on fait le diagnostic d'une infection avec un peu la corollaire microbiologiste pour connaître les agents microbiens responsables de cette infection. D'accord? Et puis la bactériologie, surtout, elle va gérer la relation entre la bactérie et l'antibiotique en vous donnant les résistances naturelles et acquises et éventuellement les bactéries responsables lors de prélèvements. Et puis, le lien entre l'antibiotique et l'être humain, c'est régi par des connaissances en pharmacologie. Donc, en fait, tout simplement, si vous devez donner un antibiotique, si vous devez commencer une antibiothérapie, eh ben, il va falloir avoir des connaissances en infectiologie, en bactériologie, en pharmacologie. Pas forcément en votre tête, mais au moins des documents que vous porterez sur votre smartphone, votre tablette ou dans un carnet pour les infections les plus fréquentes. D'accord? Et si jamais vous êtes dans l'incapacité de bien faire votre antibiothérapie, sachez que vous devez vous adresser à cette spécialité que je viens de citer. D'accord? Alors, je vais commencer une antibiothérapie. Et bien, tout simplement, il faut savoir que l'antibiothérapie, initialement, elle est toujours probabiliste. Un examen bactériologique, un antibiogramme, c'est au minimum 48 heures. Il n'y a pas d'antibiogramme rapide. Au minimum 48 heures. Et quand je dis 48 heures, je vous parle d'une bactérie à croissance la plus rapide, qui est Escherichia coli. C'est-à-dire un ECBU, il faut 24 heures pour obtenir une culture et 24 heures supplémentaires pour un antibiogramme. Et ça, c'est dans le meilleur des cas. Je ne vous parle pas des bactéries qui poussent lentement ou carrément des bactéries qui meurent en chemin lors du transport au laboratoire ou alors des antibiogrammes qui ne sont pas standardisés pour certains types de bactéries. Je parle du meilleur des cas, c'est 48 heures.
Donc, automatiquement, l'antibiothérapie, ne serait-ce qu'initialement, elle sera toujours probabiliste. Donc, avant de commencer une antibiothérapie probabiliste, quelles questions je dois me poser? Et vous devez au moins une fois dans votre carrière, pour chaque infection que vous n'avez jamais traitée, vous poser ces questions. Et essayer un peu de les noter. Vous pouvez même avoir une antibiothérapie personnalisée pour peu que vous ayez des éléments logiques et pertinents dans votre tête. Alors, la première question à se poser, ça va être un peu rigolo, mais nécessaire. Déjà, est-ce que c'est une infection bactérienne probable? Bien sûr, je pars du principe que vous êtes capable de reconnaître une infection. D'accord? Alors, c'est une infection. Est-ce qu'elle est bactérienne? Ça peut être viral, ça peut être parasitaire, ça peut être mycosique. D'accord? Et puis, et c'est là le grand point faible du médecin algérien. On est actuellement peu capable d'évoquer la liste des bactéries responsables d'une infection donnée. C'est incroyable. On prend un antibiotique, on arrive à citer son spectre pour peu qu'on ait une bonne mémoire, mais on est incapable de faire ce travail qui est beaucoup plus important. Il y a le syndrome clinique et puis il y a le syndrome bactérien. Vous devez être capable, alors pour certaines infections, vous serez capable éventuellement de le faire, mais malheureusement que pour certaines. J'ai une méningite. Alors si c'est une méningite d'un nouveau-né, je dois être capable de dire, donc c'est ou bien Escherichia coli K1, ou bien Streptocoque B, ou bien Listeria. C'est une méningite c'est une méningite euh, chez un jeune adulte. Le liquide est trouble. Je dois être capable de me dire c'est le méningocoque, Neisseria meningitidis, ou le pneumocoque, qu'on appelle aussi Streptococcus pneumoniae, ou un hémophilus influenzae. Vous voyez, c'est être capable de dire ça. Il s'agit d'une infection urinaire, c'est probablement Escherichia coli, ou alors Proteus mirabilis, ou alors Corynebacterium urealyticum. Vous voyez, c'est très très important. C'est à la base de l'antibiothérapie et actuellement, ce savoir n'est pas enseigné ou il est très peu enseigné et c'est la plus grosse lacune. Vous voyez que le spectre d'action d'un antibiotique n'est pas d'un grand secours. Parce que quand on commence à essayer de donner une antibiothérapie, on doit commencer par ce qui est logique. Il s'agit d'une infection bactérienne. Quelles sont ces bactéries qui peuvent être responsables? Pourquoi? Parce que, justement, on a dit que les bactéries avaient des résistances naturelles et des résistances acquises. Au moins pour les résistances naturelles. Si je ne sais pas de quelle bactérie il s'agit, ou du moins est probablement responsable de cette infection, imaginez, je vais donner tout simplement un antibiotique qui ne va pas être actif sur cette bactérie. Parce que je ne sais pas à la base quelle est la bactérie responsable de ça. Imaginez, je donne de la pénicilline G pour une infection urinaire. Ça ne marche pas la pénicilline G pour cette infection urinaire. Parce que la plupart des infections urinaires sont dues à Escherichia coli et elles sont naturellement résistantes à la pénicilline G. Je vous ai donné un cas simple que vous connaissez, mais malheureusement pour d'autres cas, c'est pas connu. Et c'est pour ça que je vous recommande absolument, à chaque fois que vous ferez une infection, de lister les bactéries responsables de cette infection. Il y a des ouvrages qui existent pour ça. Je vous les donnerai si vous en a, si le coordinateur me le permet. Comme ça, vous aurez pour chaque infection les bactéries qui sont responsables. Parce que chaque bactérie, n'oubliez pas, a ses résistances naturelles, il a ses résistances acquises, et c'est ce qui va guider le choix de l'antibiotique. Bien sûr, les sociétés savantes ont fait ce travail pour nous. D'accord? Elles ont déjà fait ce travail, mais le problème, encore une fois, je me répète, les bactéries qui sont responsables d'une infection urinaire en Suède ne sont pas forcément les mêmes qui sont responsables d'une infection urinaire en Algérie. Ou peut-être que c'est les mêmes, mais il faut le savoir. D'accord? Alors, une fois que je connais les antibiotiques probablement actifs sur ces bactéries qui sont probablement responsables de cette infection, je passe à la pharmacologie et je dois savoir si ça diffuse bien dans le tissu infecté. Par exemple, je prends une méningite bactérienne. D'accord? Alors, les espèces responsables, allez, on va dire que c'est Streptococcus pneumoniae, c'est-à-dire pneumocoque, et Streptococcus pneumoniae. Voilà, je pense que c'est lui, parce que il y a une porte d'entrée ORL, c'est probablement l'oreille, ou là il y a un traumatisme crânien, donc c'est peut-être le pneumocoque. Ok. Alors j'ai deux antibiotiques, le céfotaxime et la vancomycine. Et je vais me demander lequel des deux je vais donner.
Bon, bien sûr, je peux décider de donner les deux. Mais il y a un raisonnement aussi. Je, imaginez, je donne la vancomycine seule, parce que quelqu'un va me dire, attention, le céfotaxime, il y a parfois des résistances. Donc, je vais donner de la vancomycine. La vancomycine, il y a zéro résistance. C'est bien. Et pourtant, le patient va mourir. Pourquoi? Parce que la vancomycine ne diffuse pas dans les méninges. Donc, du coup, pharmacologiquement, c'est un antibiotique qui ne va pas marcher, même si la bactérie est sensible à cet antibiotique. Donc, toujours savoir si l'antibiotique diffuse bien. Et les pharmacologistes ont fait un excellent travail. Il y a des livres de pharmacologie et des antibiotiques qui vous disent pour chaque tissu la diffusion, est-ce qu'elle est optimale ou pas. D'ailleurs, le problème se pose pour certains tissus, comme le tissu osseux, le tissu méningé. Parfois, il y a des tissus nécrosés qui ne sont pas vascularisés qui posent un problème. D'accord? Et puis, allez, une fois que je me dis, c'est bon, cet antibiotique diffuse bien là où c'est infecté, et je vais me demander, est-il dose dépendant ou temps dépendant? Alors, voilà une notion aussi qu'on a tendance à négliger. Alors, on est naturellement programmé pour donner les bonnes doses pour les antibiotiques. On est naturellement programmé pour donner les bonnes doses aux antibiotiques. Mais on a tendance à négliger la notion de temps dépendant. Parce que donner la bonne dose d'antibiotiques, c'est bon. Mais pour certaines familles d'antibiotiques, ce n'est pas la dose qui compte, mais l'intervalle entre les doses. Et l'exemple le plus connu, c'est les bêta-lactamines. On va prendre, allez, une personne, je vais la traiter par amoxicilline, elle doit prendre 3 grammes en 24 heures. C'est bien. Ok. Pour la dose, n'importe quel médecin connaît ça. Il y en a même qui disent non, il vaut mieux donner 2 grammes au lieu de 3. Ok, il n'y a pas de souci. Mais en réalité, est-ce que je vais donner 3 grammes en une seule fois ou 1 gramme toutes les 8 heures ou alors 500 mg toutes les 4 heures ou 250 mg toutes les 2 heures, d'accord? Ou alors 125 mg toutes les heures. Quelle est, quelle est la bonne conduite? Eh bien, tout simplement, je dois savoir si c'est un antibiotique dose dépendant ou temps dépendant. Si c'est un antibiotique dose dépendant, peu importe. Pour peu que vous ayez la bonne dose, vous la donnez, c'est bon. En une fois, 2 fois, peu importe. L'essentiel, c'est la dose qui compte. Et si vous devez augmenter l'efficacité, vous allez juste augmenter les doses. Maintenant, le temps dépendant. Et bien pour le temps dépendant, et c'est malheureusement une notion qui est trop ignorée par les collègues et par vous-même, c'est que les antibiotiques temps dépendants, plus je fractionne la dose et plus ils seront efficaces. C'est-à-dire que ces 3 grammes d'amoxicilline, si je pouvais donner 125 mg toutes les heures, et bien croyez-moi, ça sera beaucoup plus efficace que si je donnais 3 grammes en une seule prise. D'ailleurs, pour certains antibiotiques temps dépendants, comme la vancomycine, dans certains hôpitaux, ils la donnent carrément à la seringue électrique pour qu'il y ait une diffusion, pour qu'il y ait une administration en continu. Donc, attention, demandez-vous toujours si un antibiotique est dose dépendant ou temps dépendant. Alors, les deux exemples à retenir, alors il y a les bêta-lactamines qui sont des antibiotiques temps dépendants, et puis il y a les aminosides comme la gentamicine qui sont des antibiotiques dose dépendants. Et la plupart des autres antibiotiques, c'est un peu des deux. Mais vous devez avoir cette notion en tête. D'accord? Et puis surtout, par quelle voie que je dois l'administrer? Faut-il le donner par voie orale, parentérale? D'accord? C'est très important. Je ne vais pas donner de l'amoxicilline en injectable, bien que maintenant il existe des formes pour ça. Et je ne vais pas donner de la vancomycine par voie orale, sauf parce que, je vous donne l'exemple de la vancomycine. La vancomycine, ça part dans le sang pour agir. Et ça ne reste pas dans les intestins. Mais si jamais je devais traiter une infection à la vancomycine, par exemple le clostridium, il y a un clostridium, une bactérie qui donne une pathologie que vous ferez en gastrologie qui s'appelle la colite pseudomembraneuse. C'est dû à un clostridium qui s'appelle Clostridium difficile. Voilà, c'est un nom, hein. D'accord? Et la vancomycine agit sur cette bactérie. Seulement, cette bactérie fait des dégâts au niveau de l'intestin. Donc, madabia, la vancomycine, تقعد في l'intestin. J'ai pas envie qu'elle parte dans le sang. Donc, j'aimerais bien qu'il y ait de la vancomycine qui va être prise par voie orale et qui ne va pas diffuser
dans, 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 dans le sang. Inversement, je dois traiter par la vancomycine euh, une infection au niveau, par exemple, on va dire qu'il y a un abcès, il y a une arthrite septique. Et bien, pour l'arthrite septique, je préfère plutôt donner par voie parentérale, en IV, parce que je pourrais contrôler à la fois la dose et en même temps donner une disponibilité immédiate. Donc la voie est très importante. Ok. Je ne vous parle même pas des phénomènes de tolérance, un nourrisson qui ne peut pas avaler son comprimé, ou alors une personne qui est sous, qui est sous AVK chez qui on ne peut pas donner une intramusculaire. D'accord. Voilà. Et puis bien sûr, et ça vous connaissez ça bien heureusement, mais il faut quand même ne jamais oublier, est-ce qu'il y a une contre-indication? Souvent, cette notion pose de gros problèmes en matière de choix thérapeutique. Alors vous voyez, quand vous voyez tout ce qu'il faut pour donner une antibiothérapie probabiliste, et quand je vois la plupart des gens donner ça comme si, je sais pas moi, comme si ça a été trop banalisé, maintenant on a des problèmes insolubles à cause des résistances, à cause des effets secondaires. Donc ces questions, vous devez absolument les retenir et les appliquer la première fois que vous ferez, que vous donnerez, que vous aurez une infection à traiter. Rien qu'une fois dans votre carrière, c'est suffisant. D'accord? Alors, je terminerai avec antibiogramme versus antibiothérapie. Alors, il y a l'antibiogramme qui est une technique de laboratoire, il y a l'antibiothérapie que vous donnez aux patients. Alors, d'abord, l'antibiogramme, on a droit à ces deux attitudes qui sont totalement erronées. Alors, il y en a qui pensent que c'est inutile et il y en a qui pensent qu'ils sont miraculeux. En fait, l'antibiogramme n'est inutile, ni miraculeux. Il faut être capable de bien l'interpréter et ça, malheureusement, on n'aura jamais de TD pour vous expliquer comment on bien interpréter un antibiogramme et surtout être capable de faire une corrélation. L'antibiogramme, c'est comme, vous savez, on vous enseigne en cardiologie qu'un ECG sans particularité n'élimine pas un infarctus du myocarde. C'est la même chose. Vous savez, un antibiogramme, c'est juste une bactérie sur un milieu de culture. Ça ne reflète pas ce qui se passe dans le corps humain. Donc ça peut être corrélé comme ça peut ne pas l'être. C'est pour ça qu'il faut toujours comparer l'antibiogramme aux résultats de l'antibiothérapie. Et ça, c'est un travail qui ne peut pas être fait dans un cours. C'est un travail où il faut des TD, où il faut éventuellement une certaine pratique pour savoir réellement interpréter un antibiogramme. D'accord? Et puis, vous pouvez demander l'avis du microbiologiste en cas de doute sur l'antibiogramme. Ok. Il y a un savoir-faire qui est disponible pour peu que vous preniez la peine de demander cela. Voilà. Donc, en conclusion, je vous dirais, s'il vous plaît, pas d'antibiothérapie, pas d'antibiothérapie, pas d'antibiothérapie sans un minimum de connaissances éclairées. Voilà. Merci pour votre attention et à très bientôt, Inch'Allah.